Bonjour et bienvenue à cette capsule de vulgarisation présentée en collaboration avec le Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de l'UQAM. Je m'appelle Estelle Desjarlais et aujourd'hui, je vous présente des pistes de réflexion autour d'une question qui me passionne et sur laquelle je travaille dans le cadre de mes études doctorales. Quelle place devrait-on faire aux émotions en sciences et surtout en enseignement des sciences? Vous êtes peut-être comme moi, mais j'ai longtemps pensé que les émotions et les sciences, ça ne faisait pas bon ménage. En fait, dans notre culture, on a souvent tendance à opposer le raisonnement et les émotions. On les place dans des camps distincts, voire contradictoires. On leur attribue chacun des domaines d'activité spécifiques. Par exemple, on associe généralement la rationalité à des domaines qu'on va qualifier, entre guillemets, de rigoureux, comme les sciences, les technologies, les mathématiques, alors qu'on va être porté à associer l'émotivité aux domaines dits, encore une fois, entre guillemets, créatifs, comme les arts, la littérature, la communication. On sait aujourd'hui que les sciences et les technologies, au même titre que toute activité humaine, ça nécessite à la fois de raisonner et de ressentir. Bref, ça exige de mettre à profit autant ce qu'on associe à la raison qu'aux émotions. Il reste que souvent dans l'imaginaire collectif, on perçoit qu'un bon scientifique, c'est quelqu'un qui n'est guidé que par sa rationalité et qui n'éprouve pas trop d'émotions. En réalité, les scientifiques sont loin d'être coupés de leurs émotions, et celles-ci joueraient même un rôle important dans la démarche scientifique. Des études menées auprès de scientifiques professionnels montrent que, pour eux et elles, les expériences émotionnelles sont une partie intégrante de leur travail. C'est une source de motivation importante et même parfois une des récompenses les plus gratifiantes de la science. En d'autres mots, alors que faire des sciences s'avère souvent difficile, répétitif et exigeant, les émotions qu'on peut ressentir au fil de la démarche sont un moteur puissant pour rester engagé et avoir envie de continuer. Mais si les émotions sont si importantes dans le parcours des scientifiques professionnels, est-ce que c'est aussi le cas lorsqu'on apprend les sciences à l'école? Les émotions scolaires peuvent être classées en fonction de leur objet, donc de ce qui les cause. Les émotions relatives à la performance sont causées par l'évaluation qu'une personne fait de ses échecs et de ses réussites. Les émotions relatives au sujet sont celles qui sont liées au thème qui est abordé. Par exemple, lire un texte sur le comportement des panda me rendra joyeuse, alors que les contenus sur la fonte accélérée des glaciers pourraient me rendre anxieuse. Les émotions sociales sont liées aux autres, à la façon dont on les perçoit, comme lorsqu'on ressent de l'admiration ou de la jalousie, mais aussi à la façon dont on pense et dont on souhaite être perçu, comme pour la honte ou la confiance. Et finalement, celle qui m'intéresse le plus dans le contexte de l'enseignement des sciences, ce sont les émotions épistémiques. Ce sont les émotions qui sont générées par l'activité cognitive, par la connaissance, donc par le fait de réfléchir, de faire des apprentissages ou de constater ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'il nous reste à apprendre. Mais quelles sont ces émotions épistémiques? En fait, de nombreuses émotions peuvent être déclenchées par notre activité cognitive. L'excitation quand on cherche une réponse à une question d'investigation, la fierté quand on trouve la solution à un problème complexe, la surprise d'observer un phénomène qui va à l'encontre de nos conceptions initiales, la frustration quand le sens d'une idée nous échappe, ou l'émerveillement mêlé à une sensation de vertige quand on réalise l'ampleur de ce qui nous reste à apprendre sur un sujet qui nous passionne. Ce ne sont évidemment que des exemples parmi d'autres, on peut ressentir toutes sortes d'émotions lorsqu'on apprend. Mais quel est le rôle de ces émotions dans l'apprentissage et pourquoi leur faire une place en classe? Eh bien, d'abord, comme nous l'avons vu, les émotions épistémiques peuvent être une source de motivation pour faire des sciences. Si l'on veut faire vivre en classe des démarches signifiantes, authentiques et engageantes, mais on ne peut pas passer à côté des émotions que nous font vivre ces démarches. Ensuite, on sait que les émotions épistémiques surviennent quand on prend conscience d'un décalage, quand une nouvelle information vient soit renforcer, soit contredire une connaissance ou une croyance préexistante. En d'autres termes, ces émotions apparaissent lorsqu'on apprend. Elles pourraient donc jouer un rôle dans la métacognition et nous servir d'indicateur de nos processus d'apprentissage. Finalement, la dernière raison, et non la moindre de faire place aux émotions dans la classe, c'est simplement pour le plaisir de les ressentir, parce que c'est ce qui nous permet de donner un sens à ce que l'on fait. Mais que pouvons-nous faire en classe pour faire de la place aux émotions? La première chose, c'est déjà d'être conscient que ces émotions ont un rôle à jouer dans l'apprentissage des sciences et simplement décider de leur faire une place, les souligner quand elles surviennent, encourager leur expression. Quand on planifie l'enseignement des sciences, il peut être judicieux de réfléchir au moment de nos cours qui pourraient susciter des émotions et identifier ces émotions. Et finalement, on peut offrir aux élèves des modèles des émotions qui peuvent nous faire vivre les sciences, soit en présentant des témoignages de scientifiques ou, encore mieux, en parlant nous-mêmes de celles que nous vivons. On peut partager ce qui nous enthousiasme, nous émerveille ou nous fascine dans les sciences. En guise de conclusion, je vous invite à vous laisser inspirer par cette magnifique citation du biologiste Dawkins qui nous dit
Le sentiment d'émerveillement que la science peut nous procurer est l'une des expériences les plus élevées dont la psyché humaine est capable. Il s'agit d'une passion esthétique profonde qui n'a rien à envier à ce que la musique et la poésie peuvent offrir de plus beau. C'est vraiment l'une des choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue.